Mon prochain invité, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bonjour, Bernard. Bon matin, Michel. Alors, faisons une mise au point. Oui. Maintenant, pourquoi avant ça, on recevait 2 invités? Oui. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'on doit respecter la distanciation. Tout à fait. Et le fait qu'on soit à cette distance-là fait qu'on respecte la distanciation. Bien, absolument, il parle de 6 pieds. Bien d'ailleurs. On a des grands bras en plus. Là. Oui. On est correct. Donc, et c'est bon de faire la mise au point parce que peut-être que les gens peuvent... Je prends pas de chance, je garde mon masque pas loin au cas où. Oui, c'est ça, au cas où. Comment ça va? Ça va bien. Oui? Oui, ça va très bien, oui. Occupé? J'ai demeuré, oui, bien, la semaine dernière, je devais être à Ottawa parce que j'étais de garde, parce qu'on a toujours une semaine de garde là, durant le mois, des fois 2. Mais là, on se suit les uns les autres là, dans le groupe, qu'on est 120 députés. Là, donc, puis on peut pas... Là, ils ont diminué le nombre de députés à Ottawa en présentiel. Donc, on était à 75 avant les fêtes, puis on est tombé à 50 après les fêtes, à cause des restrictions autant au Québec qu'à Ottawa. Là. Donc, en Ontario. Donc, ils ont réduit le nombre. Donc, ils ne nous garantissent pas que si on va à Ottawa, nous aurions la possibilité d'aller dans la Chambre des communes, même si on est de garde. Alors, moi, aller travailler à Ottawa puis me faire dire de rester dans mon bureau pour être en Zoom à mon bureau quand je peux être en Zoom à la maison, là, finalement, c'est un peu ça. C'est quand même la distance. Ça a changé, oui, ça a changé beaucoup la vie. Puis là, bien, écoutez, il y a un élément que je veux te parler parce que on a été interpellé par les interprètes. Moi, je suis sur le comité des langues officielles, en plus d'industrie, où j'ai été nommé dernièrement. Mais le comité des langues officielles, on a été interpellé par les interprètes. Les interprètes à Ottawa, c'est des gens qui traduisent de l'anglais au français et du français à l'anglais tout ce qu'on dit. Dans tous les comités, dans tout ce qui est dit dans la Chambre des communes. Ils sont très dynamiques, d'ailleurs. Il n'y a pas une phrase. Mais en fait, je trouve ça plate. Le rôle, excusez-moi, mais je trouve ça plate, les traductions. Oui, mais le rôle n'est pas d'être dynamique. Le rôle, c'est de transmettre l'information au meilleur de leur interprétation. Et puis, plusieurs d'entre eux sont blessés à cause du système Zoom. Parce que Zoom est un système, non pas d'interprétation, mais de collaboration à l'écran, si on veut, là, de transmission de l'information. Mais les systèmes qu'il y a à Ottawa ils respectent les normes ISO là, qu'il y a pour la traduction, puis l'écoute, puis de ne pas blesser les oreilles des traducteurs. Sauf que le son, là, il passe par Zoom. Il passe plus directement. On n'est pas comme en présentiel. Okay. Donc, dans tous les équipements de la Chambre des communes. Donc, on passe par les systèmes informatiques puis Internet. Donc, là, bien, quelqu'un a oublié son baume, qui n'a pas descendu son baume, on n'entend pas qu'est-ce qu'il dit. Il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Il y en a qui n'ont pas de casque. Là, c'est pas obligatoire. Donc, écoute, toutes sortes d'affaires. Mais vraiment, on a pris ce taureau-là par les cornes, cette problématique-là de santé-sécurité, mais aussi de qualité du français. Parce qu'il faut savoir qu'à la Chambre des communes, on est 8 millions de Québécois sur 38 millions, donc il y a 30 millions d'anglophones. C'est plus souvent de la traduction du français, de l'anglais au français que l'inverse. Et donc, si on veut s'assurer que l'ensemble des Canadiens qui sont des francophones à travers le pays puissent avoir la même qualité de français de traduction que nous, les Québécois, bien, il faut s'assurer d'avoir des gens qui sont capables et sont compétents. Puis c'est des études qui sont très, très longues. Là. Écoute, imagine-toi que les gens entendent et en même temps qu'ils entendent, doivent dire ce qu'ils entendent dans une autre langue. C'est ça, là. Faut que c'est quand même simultané. Là, oui, c'est simultané. C'est en direct, c'est live. Puis on a eu un témoin parce que on a fait une étude sur deux réunions, là, sur 4 heures. Et on a eu un témoin d'un professeur d'Angleterre, M. Stroll, qui est venu dire que le danger avec ces équipements-là, c'est que ça blesse l'ouïe de façon permanente. Puis j'ai appris cette journée-là, parce que nous, on a des écouteurs avec seulement une oreillette sur l'oreille et non pas sur les deux. Mais il disait que c'était important d'avoir des oreillettes sur des deux oreilles pour avoir un son simultané, parce qu'autrement, c'est toujours la même oreille qui est bombardée de son. Alors, c'est pas bon, tu sais. Donc, tout ça, ça fait en sorte que moi, depuis bientôt un an, là, j'ai développé de l'acouphène, ce que je faisais pas avant. Puis des maux de tête non plus que je faisais pas avant. Mercredi passé, j'ai été 12 heures en avant de mon écran. On était en réunion pendant 12 heures de temps, en fait, 4 réunions différentes. Donc, être mobilisé autant visuellement que la concentration que ça demande aussi par Zoom, puis avec tout ce qu'on entend, les bruits, les ci, les ça, ça fait qu'à un moment donné, là, la tête a de la misère à suivre. C'est difficile. Tu sais, moi,
on n'a pas le temps de sortir dehors non plus. Quand tu ne vas pas dehors, tu ne mets même pas le nez dehors de la journée. Là. On ne bouge pas, on est assis en avant de nos écrans, en tout cas. Je ne veux pas me plaindre, là. Je ne veux pas que les gens pensent que je me plains, mais c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Je comprends très bien, parce que tous les animateurs de radio qui ont fait la radio AM, comme moi, c'est ça. on souffre tous d'acouphènes. Moi, c'est mon gros d'ailleurs, problème. tu es sur de la feuille, toi. Oui, c'est ça. Bernard, je l'entends souvent, celle-là. Bernard, je remarque que vous êtes beaucoup... Est-ce qu'on vous donne plus de chances de parler? Est-ce que vous avez plus de questions à poser qu'avant? En fait... Parce que je remarque, parce que moi, je suis quand même tout ce que vous faites, parce qu'on nous met quand même au fait de toutes vos activités. Et là, je remarque que vous posez beaucoup de questions, que vous intervenez souvent. Est-ce que le fait que maintenant, ça fonctionne par Zoom, ça donne plus de chances aux députés d'intervenir? C'est deux choses. La première, c'est que j'étais, comment je pourrais dire, autant que je suis extraverti, autant en Chambre des communes, j'étais pas gêné, mais ça... Mais ça doit quand même, devant 300 députés, là, ça doit être oui, mais même aussi devant l'ensemble des Canadiens. Je veux dire, tout ce que tu vas dire là, il faut que ça fasse du sens, là, parce que si ça ne fait pas de sens, c'est pas long, tu vas faire Infoman, là. Tu sais, je veux dire, quelque part, il faut que... C'est une pression. Puis moi, j'étais comme plus ou moins à l'aise à l'intérieur de la Chambre des communes pour poser mes questions. D'ailleurs, je me pratique maintenant avec mes collègues, là, mes employés. Je me pratique plusieurs fois pour faire ma question, pour qu'elle sorte bien. Parce que, tu sais, quand on parle du clip là, à la télé, quand on voit la période des questions, souvent aux nouvelles, ça dure 5 secondes, 10 secondes. Là, ben, le 5 ou 10 secondes, il faut qu'il soit bien fait. Parce qu'autrement, tu ne feras jamais une nouvelle. En tout cas, le but, c'est pas de faire les nouvelles, mais l'idée, c'est de bien livrer une question parce que tu vas avoir une bonne réponse. Donc, ou en tout cas, tu essaies d'avoir une bonne réponse. Mais j'avais un peu de... Comment dire? J'étais un peu gêné ou j'étais un peu... en tout cas, maladroit. Je me trouvais maladroit. Mais bon, finalement, en tout cas, personnellement, je trouve que je m'améliore parce qu'on a trouvé une façon de... je n'ai parlé avec mes collègues, puis ils m'ont dit, bon, faites telle affaire. Puis là, ben, avec les filles, on se pratique. Puis c'est même la même chose pour les livraisons des SO31, les déclarations de députés, c'est la même affaire. Donc, on se pratique. Avant, je les lisais même pas avant d'aller en chambre. Là, je les lis plusieurs fois avant. Donc, je m'assure de bien la comprendre. Juste ça doit vous rassurer aussi. Ça, tout à fait, c'est rassurant. Ouais, ça me rend plus en confiance. L'autre élément, c'est qu'effectivement, le fait qu'on soit à distance, là, évidemment, là, je suis sur 2 comités. Industrie, c'est sûr que c'est un comité qui est beaucoup plus en vue que celui des langues officielles. Donc, depuis le début, depuis 3 semaines, 1 mois maintenant, c'est certain que ça va m'amener à poser beaucoup plus de questions. Puis là, en plus, mon chef a amené Pierre Poilievre, responsable du comité d'industrie, parce que la relance économique va être au cœur de tout ce qui va se faire dans les prochaines années au Canada. Là. Donc, toute la création d'emplois, etc. Puis en amenant Pierre Poilievre, c'est sûr qu'on va être sur la sellette beaucoup plus. Puis ça va m'amener à être beaucoup plus présent, à poser des questions en chambre avec Pierre pour la défense de la relance économique qui va inévitablement passer par des investissements en infrastructure, par toutes sortes de choses, Internet à haute vitesse qu'on va vouloir voir accélérer dans la région, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui touchent à l'industrie. J'ai tellement de questions à vous poser, mais là, je ne sais pas si on va y arriver, mais vous parlez de relance économique. Parce que ça m'amène, à ce que vous dites, ça m'amène à vous poser ces questions-là parce que c'est d'intérêt. On parle beaucoup d'élections. Bon, c'est dans l'air parce qu'on a un gouvernement minoritaire. Ouais. Il y a un budget qui va être déposé, on ne sait pas quand. Normalement, fin mars. Là, bon. Et là, on parle que ce budget-là pourrait renverser le gouvernement. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de choses, et s'il y a quelqu'un qui peut, ou s'il y a un parti qui peut renverser le gouvernement, c'est particulièrement le Parti conservateur, avec le nombre de sièges que vous détenez. Ma question, c'est, est-ce que c'est le temps, Bernard, d'aller en élection? Est-ce qu'on peut se permettre... Je regarde ce qui se passe à Terre-Neuve. Exactement. Bon, c'est l'euphorie, là. La réponse est non. C'est pas souhaitable. La réponse est non. Mais en même temps, vous comprendrez que de façon responsable, on ne peut pas juste dire au gouvernement mets ce que tu veux dans le budget. Non, ça, je comprends. Grave, ouais. On va voter pour parce qu'on veut prendre l'élection. Mais je pense pas qu'il peut... Il faut qu'il y ait un budget qui soit minimalement responsable. Et on ne s'attend pas à ce qu'il le sera. Premièrement, ils vont nous annoncer que le déficit à cause des fermetures au Québec puis des couvre-feux, etc.,
Écoute, l'économie a diminué. Il s'est perdu 230 000 emplois au mois de janvier. Là. Donc, inévitablement, il y aura des pertes gouvernementales de revenus, ce qui va faire que ça va faire grimper le déficit. On s'attend à 400, 425, n'importe quoi à 400 puis 450 milliards. Ça, c'est le déficit de l'année. Milliards. Ça, c'est le déficit de l'année en cours. Donc, inévitablement, il va falloir que le gouvernement présente un budget qui va être à la fois, bien évidemment, il ne sera pas équilibré bien là. D'ailleurs, ça va prendre 10 ans avant de le rééquilibrer. Mais il va falloir qu'il y ait un budget responsable, qui mise sur la relance économique. Mais encore faut-il qu'on ait accès à des vaccins, ce qu'on n'a toujours pas, ou peu, là, au moment où on se parle. Et puis là, il n'arrête pas il continue à dire qu'à la fin mars, il va y avoir 6 millions de doses. Là, on a changé le nombre de fioles, de doses dans chaque fiole. On devrait recevoir moins de fioles. En tout cas, comment être mêlant pas mal son affaire. On a bien hâte de voir ce qui va se passer, mais la réalité, c'est que si on veut faire la relance économique du Canada, il faut absolument qu'on vaccine le monde. Et pour vacciner le monde, là, il a parlé de septembre. Puis là, les spécialistes parlent de plus de peut-être janvier, février, peut-être même avril, mai, dans un an, dans 12 mois. Donc, tout le temps qu'on prend à faire ça, pourquoi les restaurants sont encore fermés à Montmagny aujourd'hui, au moment où on se parle? Parce que les gens ne sont pas vaccinés. Point final. C'est pour cette raison-là qu'on est encore dans cette situation-là. À Montréal, le variant qui arrive, les autres variants qui commencent, tu parlais tantôt de la troisième vague, écoute, ça prend des vaccins. C'est pas compliqué, là. C'est une façon, c'est pas la seule, mais c'est une façon de diminuer la pression pour qu'on soit capable de reprendre une vie un peu plus normale puis de relancer l'économie, de créer des emplois. Mais là, on parlait de 6 millions de doses d'ici la fin mars. La fin mars. L'Inde va nous soutenir aussi. On va peut-être tantôt les prendre chez Poutine. On va peut-être prendre le Spoutnik. Là, je veux dire, à un moment donné, il va falloir les acheter où est-ce qu'ils sont disponibles, ces vaccins-là. Là, mais je reviens à ma question, Bernard. Oui. Est-ce que les conservateurs pourraient renverser le gouvernement dans une situation comme on est aujourd'hui? On ne pourra pas le renverser seul. Le Bloc québécois, le NPD, les indépendants devront, Parti vert, devront aussi voter avec nous. Il faudrait qu'ils votent avec nous. Vous avez la majeure partie des sièges à la Chambre des communes. Oui, absolument, au niveau de l'opposition, mais ça prend juste un des 3 partis de l'opposition pour bloquer le fait qu'on fasse tomber le gouvernement. Nous, si le budget n'a pas de sens, on ne votera pas pour, c'est sûr, certain. Pas parce qu'on veut aller en élection. Et d'ailleurs, ce qu'on soupçonne, c'est que M. Trudeau va faire tout ce qu'il est capable pour faire tomber son gouvernement, donc de faire un budget qui n'a pas de sens. Est-ce qu'il n'y aura pas de sens pour les 3 partis d'opposition? Sincèrement, je vais vous dire, le NPD n'est pas en position pour aller en élection trop, là, même s'ils viennent, semble-t-il, de régler leur dette, là. Mais ça reste qu'ils vont faire qu'ils seraient en dette pour d'autres 25 millions. Tu sais, à quelque part, il y a... Mais on sait que vous êtes un parti d'opposition. On sait jamais. On dit que vous aurez toujours une opposition. Ben oui, mais c'est notre rôle. Vous êtes un parti d'opposition. Absolument, mais c'est notre rôle aussi de le faire. Puis c'est notre rôle de mettre de la pression sur le gouvernement quand il vient pour déposer un budget, de s'assurer que celui-ci est responsable. On ne pourra pas laisser le gouvernement déposer un budget qui n'est pas responsable. Ça n'a pas de sens. On est là pour ça. C'est pour ça qu'on est élu. Mais ceci dit, si les 3 partis d'opposition, parce que là, au moment où on se parle, on dit tous la même chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'élection en pleine pandémie. Mais la réalité, c'est que quand on dit tous la même affaire, c'est pas ça qui se passe. Alors, est-ce qu'il y aura des élections? Je ne sais pas. Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que ce soit plus tard en automne, puis même carrément l'année prochaine. Il n'y a pas eu d'urgence à faire des élections au Canada. On le sait qu'on va être en déficit, malheureusement. La deuxième vague n'est pas terminée, qu'on parle déjà d'une 3e. Imaginez-vous, on n'est pas sorti du bois, là. Donc, il faut prendre le temps, je pense, de s'assurer d'acheter des vaccins où est-ce qu'il y en a disponibles à travers le monde, là, parce que le fameux portfolio incroyable que les libéraux nous ont monté, là, puis il y a 5 vaccins là-dedans, ils sont même pas disponibles, ils sont même pas approuvés. C'est comme tu t'en vas chez un concessionnaire automobile, tu achètes 7 autos, puis tu en as 5 qui ne sont jamais livrés avant 3 ans parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est exactement ce qu'ils font. Là. Mais Bernard, oublions le Parti libéral et le Parti conservateur. C'est Pfizer, BioNTech, puis... Et Moderna. Ce sont les fournisseurs qui c'était pas... Mais là, est-ce que c'était le temps de changer d'usine ou écoute, en fait, pour être capable d'en livrer encore plus, c'était peut-être pas le bon moment, mais il aurait fallu qu'ils repoussent ça encore plus loin. Ça aurait pris encore plus de temps pour avoir plus de vaccins. Là, ils ont amélioré leurs usines, ils ont fait ça de façon extrêmement rapide. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que depuis le mois de mars de l'année dernière, le gouvernement, écoute, il s'est construit un hôpital en Chine en 2 semaines. Un hôpital de 12 étages. Oui. Comment se fait-il qu'on est prêt de construire une usine? Puis pourtant, il y avait des gens qui avaient levé la main au Canada pour faire des vaccins, là, pour remettre en production des vaccins. Ils ont jugé que non, puis ils ont décidé d'aller voir la Chine
aller faire puis ils sont fourrés, ils sont fait planter bien raide. La Chine n'a pas voulu envoyer au Canada ce qui était nécessaire pour qu'on puisse analyser les vaccins. Donc, on s'est retrouvé au mois d'août, il n'y avait plus de vaccins disponibles parce qu'on avait fait une entente avec les Chinois. Là, on s'est retrouvé le bec à l'eau. Là, ils ont signé des ententes avec plein de monde qui n'avait même pas de vaccins disponibles. C'est ça la réalité, c'est ça qui est arrivé, là. Donc, on est, comme je dis, il faut. Puis d'ailleurs, il y a un bon texte de ce matin là, de Mario Dumont là, dans le Journal de Montréal. Allez lire ça. Vous allez voir qu'ils se sont plantés, là, littéralement. Là. Bernard, on va parler un petit peu, on va ramener ça à notre chez nous. Vous avez également, vous vous êtes porté à la défense d'une couverture Internet équitable sur tout son territoire. On va passer un extrait d'une question que vous avez posée à la ministre de l'Approvisionnement. Et quand on écoute la réponse, on se fait presque une idée. Je vous invite à écouter l'intervention de Bernard Généreux et on vous revient pour la réponse de notre député après. Merci de Montmagny m'a interpellé au sujet de la couverture cellulaire qui ne s'améliore toujours pas en région. Beaucoup d'accent sur le 5G actuellement, mais dans le haut pays comme Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panay, Lac-Frontière, ce n'est même pas le 1G qu'on a. Et c'est le silence radio de la part du gouvernement qui a pourtant récolté 3,5 milliards de dollars avec les enchères du spectre de 600 MHz. En vendant des zones publiques, pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas assuré que le développement du réseau cellulaire en région ne soit pas sacrifié au profit des grandes villes? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, notre gouvernement, c'est le gouvernement qui a investi le plus grande somme d'argent dans l'Internet haute vitesse à travers le Canada rural dans l'histoire du Canada. Certes, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour cette raison que le premier ministre, en novembre dernier, a annoncé un investissement d'1,75 milliard de dollars pour continuer le travail de brancher les Canadiens. Les Canadiens dans le milieu rural méritent cette couverture. On travaille là-dessus avec les provinces et nos investissements vont être tellement importants dans les mois à suivre parce que c'est un travail super important. Merci, Madame la Présidente. On travaille là-dessus. Et pourtant, moi, je ne peux pas comprendre qu'en 2021, qu'il y ait encore des régions qui ne soient pas connectées parce que, bon, vous le dites vous-même, là, vous parlez de Zoom, puis les étudiants sont, une journée sur deux, les étudiants secondaires sont à la maison. Alors, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panay, vous en parliez dans votre question, ils ne sont pas connectés sur Internet ou... En fait, il y en a. Ça dépend des gens. Je dirais les milieux urbains. De façon générale, là, dans le comté, tous les milieux urbains, c'est-à-dire le centre-ville, même d'un petit village, là, de façon générale, sont connectés. C'est plus que ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les derniers kilomètres. Okay. Vous allez vers les bouts des rangs. De façon générale... Mais est-ce que ça avance, Bernard? Est-ce que vous êtes maintenant plus près là, du département de la technologie? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'on travaille là-dessus? En fait, oui. Il y a du travail qui se fait. C'est pas parce qu'il ne se fait pas de travail. D'ailleurs, Bell a annoncé, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, là, des investissements majeurs additionnels. Il rajoute 1 milliard sur les 2,5 milliards qu'ils avaient déjà annoncés. Donc, il y en a pour le Québec là-dedans. D'ailleurs, on a une rencontre téléphonique avec eux pour savoir, dans mon comté, si ça touche mon comté là, la semaine prochaine. Donc, il y a du travail qui se fait. La réalité, c'est que l'arrimage entre... Parce qu'il a parlé de 1,7 milliard du gouvernement. Là, ça date de 2019. Oui, mais c'était dans le budget de 2019, puis ils l'ont réannoncé en septembre 2020. OK, 1 an et demi plus tard. Donc, c'est comme si cet argent-là était disponible, mais n'avait jamais été dépensé encore. L'arrimage entre ce que Québec met, parce que Québec met aussi un beau programme au Québec, là, puis l'arrimage avec le fédéral, ça ne marche pas. Puis d'ailleurs, on a interviewé au comité. La première question que j'ai eu à poser, c'était au vice-président de Bell Canada. Donc, il y a des gens qui avaient des mois qui attendaient d'y parler. Moi, je suis arrivé au comité de l'industrie, mardi de la semaine passée, puis bang, c'était le premier témoin, puis c'est moi qui pose la question. C'est le vice-président. J'ai dit, l'argent que, justement, le 1,7 milliard que le gouvernement a mis, est-ce que les programmes qu'ils ont mis en place étaient effectifs? Il m'a dit, M. Généreux, ça aurait été mieux qu'ils auraient fait un programme. Là, ils en ont fait 3 programmes. Alors, 3 programmes, 3 ministères, 3 personnes qui s'en occupent, 3 ministres. Là, tout le monde s'envoie la balle. Là, c'est de la bouillie pour les chats, c'est ça le problème. Puis les compagnies de téléphone avec qui on est en contact de façon régulière nous disent toute la même affaire. C'est tellement compliqué d'essayer de matcher tu sais, il n'y a comme pas de communication entre les ministères qui fait en sorte que, puis entre les gouvernements, de façon à faciliter. Fait nous, on a bon espoir là, que si on revient au pouvoir, qu'on va faire un méchant ménage là-dedans, puis qu'on va mettre ça beaucoup plus simple, puis l'argent, il faut qu'elle sorte. Puis il faut que ça s'installe, puis qu'on finisse parce que il faut savoir que 92% des Canadiens qui sont branchés au Canada
Mais le 8 qui reste... Oui, mais le 8 est quand même important. Oui, c'est 8. Oui, c'est important. Puis c'est pas des gens de seconde classe, là. Mais c'est souvent des îlots déstructurés, si je peux appeler ça comme ça, des endroits ou des places où c'est plus... On a un grand pays, là. Puis on nous compare souvent à la Finlande ou des pays comme ça, nordiques, qui sont des petits pays qui rentrent 45 fois dans le Canada, là. C'est facile de brancher un pays quand il est 45 fois plus petit que le Canada, là. Mais ici, on a un grand pays, puis il y a des grands espaces, puis des gens qui décident, parce qu'ils veulent revenir en région, d'aller vivre dans le bout d'un rang, ils s'attendent d'avoir la même vitesse qu'à Ottawa, qu'à Montréal, bien... Il faudrait que ça en reste. On comprend, mais déjà qu'on peut avoir le service de base. Mais Montmagny, il faut vous dire que Montmagny-Lillet, avec TELUS, est quand même assez bien desservi. De façon très générale, c'est très, très bon. D'ailleurs, au lac Trois-Saumons, là, où j'ai un chalet maintenant, là, j'ai la fibre, là. Je même pas ça Saint-Roch, là. Je veux dire, comment il y a comme... il y a des avancées. On a Cogeco aussi. Il y a des avancées, c'est ça. Il y a des avancées très importantes qui se sont faites. Mais okay. Les villages que tu parlais tantôt, c'est Cogeco. Mais Cogeco, ils vont pas à la même vitesse que TELUS, c'est pas mal moins gros, là. OK. La loi modifiant sur l'impôt, elle a passé en 3e lecture. C'est pour faciliter le transfert d'une petite entreprise ou d'une ferme familiale. Et ça nous préoccupe parce que chez nous, dans notre région, dans votre comté, il y a beaucoup de fermes familiales, entre autres. Est-ce que, le fait que ça soit déjà rendu, j'ai dit en 3e lecture, mais c'est en 2e lecture, vers les comités, est-ce que ça va passer? Est-ce que là, c'est la force. Est-ce que parce que là, pour moi, là, c'est de la... C'est la force de l'opposition. C'est de la cuisine, là, mais... C'est la force de l'opposition dans le gouvernement minoritaire. Les 3 partis d'opposition ont voté contre. Les libéraux ont voté... C'est-à-dire pour, les libéraux ont voté contre. Donc, le plus drôle, c'est que les libéraux, ils étaient contre. Ils étaient pour avant de devenir au pouvoir. Il y a 6 ans passés, puis là, ils sont contre. Mais l'idée, essentiellement, c'est de tout propriétaire d'entreprise, quand il décide de vendre son entreprise, s'il le vend à des étrangers ou des gens qui ne sont pas dans sa famille immédiate, il a accès à des crédits d'impôt, il a accès à un résiduel qui va rester dans ses poches après sa vente, beaucoup plus important que si tu le vends à un membre de ta famille. Ce qui est complètement ridicule. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises, les jeunes prennent la relève familiale, particulièrement en agriculture, dont on sait que c'est très, très populaire ici, pour pas que les parents soient obligés de donner une grande partie. Les parents, ils ont travaillé toute leur vie. Leur valeur, c'est ce qu'ils ont bâti durant toute leur vie. Ils veulent en garder une équité la plus grande possible pour eux, pour leur vieux jour. Mais il me semble que c'est de la logique. Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si compliqué? Expliquez-moi, là. Je comprends que c'est un projet de loi, il faut passer par toutes les étapes. Il va passer, là, il est rendu, mais là, en espérant. S'il y a des élections au printemps, oublie ça, il va retomber au feuilleton, il va falloir leur ramener... OK, donc c'est pas... C'est pas garanti. Non, on s'enveloppe. Et là, il va falloir ça aille au Sénat. Au Sénat, il va être étudié, puis après ça, il va y avoir une sanction royale. Pour donner sanction royale, ça prend le gouverneur général. On n'en a pas actuellement. Là, c'est le juge en chef de la Cour suprême qui est là, mais comprenez que lui, il est comme un peu en conflit d'intérêt. Il va aller approuver des lois qui pourraient être contestées plus tard, puis qu'il va être obligé, je ne sais pas comment il va faire, là, mais là, il travaille sur la loi sur l'aide médicale à mourir. Là. C'est au Sénat actuellement. C'est une réflexion absolument extraordinaire. Pour ceux qui ont du temps, d'aller écouter ce qui se dit là, c'est fantastique. Là. C'est un projet. Puis nous autres, on nous reprochait de retarder ce projet de loi-là à l'intérieur du Parlement. Mais on se rend compte, rendu au Sénat, que le projet de loi, il n'est pas bon pour le Québec. Il est bon pour le reste du Canada, mais il n'est pas bon pour le Québec. Alors, on a fait avancer ça là, au niveau du Sénat. Tu sais, on dit Sénat, ça ne sert à rien, mais là, allez voir ce que ça vaut, là, puis ce que ça veut dire, le Sénat, actuellement. C'est-à-dire, ça vaut la peine que des projets de loi soient réétudiés par des gens qui prennent le temps de faire venir des témoins puis de l'analyser comme il faut. C'est important de faire ce processus-là au Canada pour avoir des lois qui sont le plus équitables possible pour tout le monde. Bernard, je vous ai donné plus de temps encore aujourd'hui, mais on n'a pas passé au travers de toutes les questions, mais quand même, c'est très intéressant. Il nous reste à peu près 60 secondes. Oui. Vous voulez inviter les citoyens à encourager les restaurateurs, aubergistes et hôteliers locaux, mais chez nous, ils ne sont pas ouverts. Non, mais quand même. Ils le sont. Oui, mais on a le droit de quand même d'aller chercher. D'ailleurs, et donne-moi la logique qu'à Lillette... Écoute, je n'embarque pas là-dedans. À Lillette et Kamouraska, à Lillette, c'est fermé, puis à Kamouraska, c'est ouvert. On en a pour 2 heures. C'est des régions administratives, c'est innocent même, là, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas embarquer là-dedans avec toi aujourd'hui, mais... L'important, c'est que... On n'a malheureusement pas le temps. Non, en plus. Mais l'important, c'est qu'il faut se rappeler que les restaurateurs, ils sont ouverts et ils font du take-out. Donc, pour des mets pour emporter. Ça, là, c'est une valeur importante. D'ailleurs, ça leur permet, pour les restaurateurs, pour la majorité, c'est plus rentable pour eux parce qu'ils ont besoin de moins d'employés pour être capables. Puis là, bon, évidemment, ils n'ont pas tout le nettoyage à faire des restaurants, la vaisselle, ils mettent des choses dans des boîtes, puis c'est vous qui faites la vaisselle chez vous. Donc, il y a des éléments positifs, malgré tout, à l'intérieur de ça. Nous, tout ce que je dis, c'est encourager les gens à aller chercher un repas au restaurant, vous faites le livrer.
c'est aussi bon que d'aller manger dans le restaurant lui-même. Je pense que c'est important de comprendre ça. Et j'ai des dîners ici avant-hier, j'ai fait venir des choses de restaurant de la Rive, pour ne pas le nommer. Puis c'était très bon, puis je pense qu'on peut continuer à faire encourager nos restaurateurs, c'est très important. Merci beaucoup. Merci, Michel. Toujours très intéressante et dynamique.